Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour la présentation du master spécialisé marketing digital de l'Institut Mintelecom Business School. Je suis Lamia Mamlouk, je suis maître de conférence en marketing et je suis la directrice du programme. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux de nos diplômés, Laure Diniz et Iman Rémy. Bonjour. 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 Donc Laure et Iman vont nous parler de leur parcours et partager avec nous leur expérience par rapport à la formation. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser par chat. Au fur et à mesure, on va y répondre en deuxième partie de présentation. Voilà. Alors, qu'est-ce que le master spécialisé marketing digital? C'est un programme qui se déroule en alternance avec un rythme de 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Il est accrédité par la CSB, par OMBA et par la Conférence des grandes écoles. L'objectif de notre programme est de former des spécialistes du marketing digital qui sont susceptibles d'en maîtriser l'ensemble des aspects stratégiques, opérationnels et techniques. C'est ce qu'on aime appeler chez nous des ingénieurs marketing, c'est-à-dire que nos diplômés ne seront pas de simples managers. On va aussi leur donner des outils pour savoir piloter des projets et puis des connaissances techniques pour comprendre les projets qu'ils auront à gérer. Alors évidemment, ce ne sera pas des connaissances techniques très approfondies, on ne peut pas tout faire en un an, mais ça sera une première couche métier, ça sera les bases, et puis c'est à eux de se spécialiser ensuite dans ce qui les intéresse le plus et d'approfondir leurs connaissances. Alors, notre programme s'intéresse à des personnes qui ont un background marketing et qui ont une forte appétence pour le digital. Il leur permettra d'accéder à un premier poste à responsabilité qui se situera entre ces deux domaines. Quel type de poste ils peuvent viser? Le poste type serait celui de chef de projet. Il est aussi possible de viser des postes plus spécialisés comme traffic manager ou UX designer ou encore expert ICRM. Ce qu'il ne faut pas négliger, il faut vraiment réaliser qu'ils peuvent aussi cibler des postes plus généralistes de responsable marketing ou encore de responsable produit. L'objectif de la formation, c'est pas de cantonner nos étudiants au digital, mais c'est de leur donner les outils pour qu'ils puissent avoir une vision 360 degrés qui les rendra encore plus efficaces dans un poste généraliste. Notre formation s'articule autour de 3 parties qui vont venir se nourrir les unes des autres. Nous avons d'un côté la mission en entreprise, nous avons les cours et nous avons la thèse professionnelle. La thèse professionnelle est un exercice assez important qui va apprendre aux étudiants à conduire une réflexion rigoureuse et argumentée autour d'une problématique entreprise qu'ils choisiront en début d'année. Les cours chez nous s'organisent autour de 4 grands axes. Chaque axe est composé de plusieurs séminaires, un séminaire étant un module, un séminaire étant une semaine de cours. Les cours sont donnés à la fois par des enseignants-chercheurs et par des intervenants professionnels issus du terrain. Le premier axe de la formation est un axe introductif dédié au module transverse. On va y retrouver par exemple le module écosystème du marketing digital qui passe en revue les différents leviers, par exemple, c'est le premier cours de l'année. On va y retrouver aussi des cours dédiés à la data ou encore à la dimension omnicanale du marketing. Le deuxième axe est un axe dédié aux fondamentaux. On va s'intéresser séparément dans ce deuxième axe aux problématiques fondamentales du marketing, à savoir l'acquisition, la conversion et la fidélisation. On a aussi un troisième axe, plus technique. On va y retrouver des cours d'initiation au développement web, par exemple, où les étudiants vont venir coder un site web de A à Z. Ils vont mettre les mains dans le cambouis et puis apprendre à coder en autonomie. On y retrouvera également, on va y parler aussi
des différentes évolutions technologiques, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et des dernières tendances. Pour finir, nous avons un axe applicatif dédié au projet et à la gestion de projets. Parmi les projets, nous pouvons citer la gestion en groupe de l'écosystème digital du programme ou encore le Digital Marketing Challenge qui vient clôturer l'année. C'est un challenge qui permet aux étudiants d'être confrontés à une problématique réelle d'une entreprise partenaire qui est différente d'une année à l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, quelques dates clés. Le programme se déroule de septembre à septembre. La date de candidature, voilà, ça apparaît. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 juin et la rentrée au 22 septembre. Et puis, les cours se déroulent à Paris 15e. Voilà pour les grandes lignes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser et nous répondrons ensuite, comme je l'ai dit, en première partie. Alors, oui, merci. Donc, j'ai oublié de vous dire, évidemment, il est à noter que nous avons beaucoup de partenaires associés à notre programme. C'est des partenaires de renom qui interviennent à la fois dans les cours, mais aussi dans l'évolution du programme d'une année à l'autre. À ce stade, ce que je vais faire, c'est passer la main à nos alumni. Donc, on va commencer peut-être par Laure. Oui. Bonjour Laure. Voilà, je vais vous laisser la main pour parler de votre témoignage. Bon, écoutez, moi je suis donc Laure Diniz. J'ai été diplômée cette année, en septembre 2019. C'est mon deuxième bac+5. Il y a quelques années, en fait, j'ai eu un bac+5 en management de la communication audiovisuelle, donc qui n'a pas grand-chose à voir. J'ai travaillé pendant plusieurs années donc dans le secteur de l'audiovisuel et de la communication. Et puis, j'ai été recrutée par PageZone, ex-PageZone, actuellement Solocal, une entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans. Et j'ai travaillé sur plusieurs postes assez différents. Le plus important, celui qui a le plus marqué, en tout cas, mon parcours, c'est celui de responsable de production de site web. On a travaillé en fait à l'élaboration d'une offre de site web avec le service IT et le service marketing. J'étais moi-même donc responsable du service de production, donc à travailler avec les web designers, les UX, les rédacteurs. Et j'ai découvert beaucoup de choses et c'est ce qui m'a fait en fait m'interroger sur le fait de dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, qu'est-ce qui me reste à apprendre, qu'est-ce que je vaux. Et donc en fait j'ai cherché à faire une formation. Je vous raconterai plus en détail, si nécessaire, le choix de ma formation. Mais quand j'ai découvert Institut Mines Télécom Business School, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était la polyvalence du parcours et puis l'aspect ingénieur et marketing. Donc j'ai fait cette formation et depuis j'ai fait une petite réorientation de carrière. Je suis actuellement consultante en transformation digitale et j'occupe un poste de product owner. Voilà, actuellement je travaille sur le parcours d'acquisition, la digitalisation du parcours d'acquisition au sein d'une banque et voilà, je suis ravie. Ça se passe bien et voilà, et c'est l'école qui m'a permis en fait de me sentir à l'aise et efficace dans ces postes. Voilà. Super, merci. Je donne la parole à Iman. On reviendra ensuite pour répondre aux différentes questions qu'auront éventuellement personnes pour vous. Et je vais passer la main à Iman. Bonjour tout le monde, je m'appelle Iman Rimi, j'ai 26 ans, je suis responsable channel marketing chez Dassault Systèmes. Et donc, j'en suis arrivée là en passant par l'IMTBS. Donc, avant tout cela, j'ai fait un master en commerce et marketing au CFA du CNAM, un parcours que j'ai fait en alternance sur 2 ans. Et je l'ai fait en alternance chez Dassault Systèmes. À l'issue de ces 2 ans, je me suis tout simplement posé la question de quoi j'avais besoin pour du coup avoir le poste de mes rêves, à savoir potentiellement continuer chez Dassault Systèmes ou être recrutée ailleurs.
Et en me posant cette question, je me suis vite rendu compte, en fait, déjà tout au long de mon parcours chez Dassault Systèmes, que le digital était super important, que j'avais pas réussi à couvrir tous les modules nécessaires pendant mon master, qui n'était pas spécialisé en digital naturellement, mais dans lequel j'avais eu quelques notions. Et je me suis tout simplement dit qu'une année en plus, ça pourrait me permettre de moi-même me positionner par rapport au métier que je voulais faire, mais surtout compléter ces éléments qui me manquaient dans mon parcours et que j'estimais à ce moment-là important, peu importe l'entreprise et peu importe le type de poste que j'allais avoir par la suite. Et donc, j'ai commencé ma recherche de formation. Je cherchais une formation en alternance, impérativement, une formation dans laquelle je pouvais passer beaucoup plus de temps en entreprise, donc 3 semaines, c'était parfait, et aussi une école qui soit assez connue, de renommée, et qui pouvait être une belle référence dans mon CV, tout simplement. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'avais pas forcément tous les éléments, je connaissais pas très très bien non plus l'école, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai intégré la formation, j'ai pu quand même, avec un peu de recul aujourd'hui, voir vraiment tout ce qui a fait que cette formation était vraiment tout ce qui me manquait, et ce qui m'a permis aujourd'hui aussi d'être réembauchée chez Dassault Systèmes, mais aussi mener à bien les actions que je dois remplir aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec un peu de recul, je dirais que les éléments qui ont fait que cette formation, excusez-moi, était vraiment ce qui me manquait. C'était d'un côté les modules qu'on a étudiés. Donc moi, je sais que j'avais le point de souffrance, c'était l'HTML, c'était le code, et j'avais une peur, en fait, j'avais développé une certaine forme de peur par rapport à ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu ce marathon en une semaine de code, ça m'avait vraiment tout de suite pris conscience. J'ai pris conscience qu'en fait, c'était pas non plus impossible, que je pouvais très bien commencer, et qu'en fait, ça ne tenait qu'à moi si je voulais vraiment développer cette compétence-là et la pousser un peu plus loin. Et bon, aujourd'hui, je fais principalement ça dans mon travail tous les jours, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire ça. Et il y a quelques années en arrière, je me serais jamais dit ça. Après, je pense que le gros point fort aussi de la formation, c'était aussi le fait d'être avec d'autres étudiants, dont les parcours sont très très intéressants, et c'est ce qui rend tout de suite, pendant les travaux de groupe, l'ensemble hyper enrichissant, et on se rend compte qu'on est challengé par rapport aux autres étudiants, parce que ils sont plus forts sur certains modules, nous dans d'autres, et on est un peu complémentaires du coup dans les travaux de groupe. Et donc ça, c'était vraiment très très intéressant. Le troisième point, ça serait les intervenants. J'ai passé la majorité de ma scolarité à avoir principalement des intervenants issus, enfin des doctorants, des enseignants-chercheurs, et j'avais rarement eu l'occasion d'avoir des modules faits par des personnes issues du milieu, qui occupaient les postes que potentiellement je voulais avoir plus tard. Et en fait, c'est vrai que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus concrète de ce qu'est le travail réellement, de ce que cherchent les entreprises, et de ce qui est demandé, en fait, tout simplement par des personnes qui occuperaient les postes qu'on occuperait. Donc ça, c'était vraiment un volet non négligeable de la formation, et qu'aujourd'hui, avec du recul, si je devais classer les éléments les plus importants, je dirais vraiment les modules, s'assurer que ça soit une formation dans laquelle la sélection est au final intéressante, et aussi j'ai perdu mon classement, donc les enseignants, les modules et les étudiants. Voilà. Et donc, s'il y a d'autres questions, je répondrai au fur et à mesure si les personnes sont un peu plus curieuses. Merci beaucoup, Iman. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer aux questions. Donc, on va prendre quelques questions et les traiter. Alors, quand doit-on avoir le CV de la thèse professionnelle? Pour une raison que j'ignore, la thèse professionnelle est un sujet qui revient assez souvent dans les interrogations. Alors, la thèse professionnelle, pour le sujet, pour que votre progression se passe
de manière optimale, il faudrait avoir au plus tard votre sujet en décembre. Voilà. Ensuite, ça ne veut pas dire que votre sujet ne peut pas évoluer ou être peaufiné ou changer légèrement de direction. Mais il faut avoir une première direction pour commencer à travailler et ensuite vous avez le reste de l'année pour peaufiner. Voilà. Alors, en fait, je suis très intéressée par le marketing, c'est ma formation initiale, et tout le monde me dit qu'il faut coder. Et c'est ce que j'entends dans le discours de Madame Rémy. Vous pouvez m'indiquer la proportion de matières informatiques CRM, code par rapport aux matières type sociologie comportementale. Alors, on a un module dédié au codage et à l'initiation au code. Ce module intervient en 2e semaine de l'année, donc en octobre. Et pour ce module, il faut préparer une certification, un module en ligne, en amont. Et ensuite, il y a toute une semaine pour mettre en place, pour coder et mettre en place l'apprentissage. Et vous êtes guidé, évidemment, par un professeur. C'est un cours qui, en amont, fait très peur aux étudiants, comme le disait Iman. Beaucoup d'étudiants sont en mode voilà, je ne connais pas, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, etc. Il faut savoir que vous n'avez besoin d'aucun acquis. En amont, vous n'avez pas besoin vous pouvez débarquer dans ce cours sans avoir jamais codé ni entendu parler de code. Vous êtes pris par la main en faisant le module en ligne et en faisant la semaine, vous serez capable de faire, de coder votre site en autonomie. C'est l'un des modules qui fait le plus peur, mais c'est l'un des modules qui apporte le plus de satisfaction aux étudiants après la réalisation. Et en plus, comme le disait Iman, et je pense que Laure elle est d'accord, les étudiants reviennent souvent vers moi, les anciens diplômés, les alumni reviennent souvent vers moi ensuite pour me dire que c'était le cours qui a apporté la plus grande valeur ajoutée à leur profil quand ils ont été recrutés et dans le cadre de leur parcours. Donc pour récapituler par rapport à la question, si on peut la réafficher, il n'y a qu'un seul module dédié au développement. Donc la proportion, elle est de 1/10. Est-ce qu'on peut réafficher la question? Juste pour m'assurer que je réponds à l'ensemble des interrogations. Non, on ne peut pas la réafficher. Désolé. On ne peut pas. C'est pas grave. Donc, officiellement, ça serait le 1/10 des modules, mais en réalité, on va parler technique dans tous les cours au fur et à mesure. Voilà, ça ne sera pas un module dédié, il n'y a pas 36 000 modules techniques, mais dans tous les cours, on abordera un peu de technique. Par exemple, dans les cours dédiés à l'acquisition et au référencement, on va un peu en parler. Dans les cours dédiés à la conversion et au UX, on va un peu parler aussi de ces éléments-là. Voilà, ça sera quelque chose qu'on traitera un peu en fil rouge, à petite dose. Donc, vous aurez tout le temps d'assimiler ces éléments-là au fur et à mesure. Lamia, je ne sais pas si je peux me permettre, juste pour je puisse rebondir. Oui. En fait, par rapport au module du code, alors il y a deux autres choses. C'est que de en fait, on peut arrêter l'apprentissage à la fin de ce module si on estime qu'on a eu tout ce dont on avait besoin, qu'on a couvert l'ensemble des points qu'on avait envie de couvrir. Mais si on a la volonté de pousser un peu plus loin, en fait, à la fin de ce module, normalement, on a tous les éléments fondamentaux du code. On comprend globalement de quoi il s'agit, comment le faire seul, et vraiment from scratch, de rien du tout, d'une page noire. Le deuxième point, c'est que pendant les travaux de groupe aussi, on a été amené des fois à réutiliser peut-être le contenu qu'on avait utilisé pendant ce module-là. Donc ça se termine finalement pas. On peut rebondir, on peut réutiliser ces contenus-là tout au long de la formation.
Et si je peux ajouter, c'est aussi un module qui est vraiment nécessaire parce que ça nous permet d'être plus à l'aise et de comprendre l'écosystème en fait dans lequel évolue le code. Donc ça nous permet aussi d'adapter derrière notre discours quand on va parler à des développeurs dont c'est vraiment le cœur de métier. Ça va permettre de comprendre aussi des problématiques UX parce que c'est d'autres problématiques de métier, mais on comprend en fait tout cet écosystème-là et c'est réutilisé par exemple sur le séminaire concernant la data, en fait, c'est pareil, aborder la data sans du tout maîtriser le code, finalement, on se rend vite compte qu'on est limité. Donc, en fait, tout ça, ça s'embrique complètement. Et la formation dans son ensemble nous permet de tout comprendre et d'aborder. Et après, c'est à nous de creuser les sujets sur lesquels on a une appétence. Et Laure aussi, tu es beaucoup mieux placée que moi pour parler de ça parce que j'imagine que ça fait complètement partie de ce que tu fais tous les jours. Mais je pense que ce module-là aussi, dans le cadre du marketing digital, c'est pour savoir comprendre ce qu'est le code, comment ça fonctionne, mais on n'est pas obligé d'être un expert non plus parce que c'est pas notre corps de métier. Le corps de métier, enfin le métier du code est dédié à d'autres personnes. Tout à fait. Mais pour moi, c'est toute la force de la formation, c'est qu'on a à la fois des professeurs issus du marketing et à la fois des professeurs issus de l'ingénierie. Donc, en fait, le développeur, on adapte en fait notre discours. On n'a pas qu'un discours marketing, on n'a pas qu'un discours technique. On a un discours qui est vraiment pluridisciplinaire et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est justement de faire en sorte que toutes ces personnes-là, véritablement expertes de leur secteur, se parlent et se comprennent. Et cette formation me permet de comprendre ce discours-là, en fait, global. C'est pour ça qu'on devient efficace, je pense, sur des postes de chef, parce qu'on est polyvalent et qu'on sait s'adapter. Alors, question, comment cela se passe avec les intervenants? Nous en avons un par semaine de cours. Les modules sont tournés autour de la pratique ou de la théorie. Alors, les formes de modules sont différentes d'un module à l'autre. Parfois, il peut y avoir exceptionnellement un intervenant pour tout un module. Mais en général, il y a plusieurs modules. Il y a plusieurs intervenants par module. Normalement, c'est un intervenant un jour. Pour donner une moyenne par rapport à la question, en général, c'est un intervenant par jour. Et il y a 5 jours en moyenne par module. Donc, vous avez entre 4 et 5 intervenants par module. Voilà. Donc ça vous donne une idée sur la richesse des intervenants et des profils qu'on peut avoir pour traiter un sujet. Ensuite, on essaie de mixer théorie et pratique. Donc, il va y avoir des deux. On va y avoir des deux, mais attention, on n'est pas non plus dans le pratico-pratique. Hein. Parce qu'on fait un BTS, ça reste un master spécialisé de niveau Bac+5. Donc, on donne les éléments théoriques. On essaye, dans la mesure du possible, de donner des éclairages techniques et de mettre en application dans le cadre d'un projet applicatif. Voilà, ça c'est l'esprit. Et puis voilà. Donc après, il peut y avoir des petites différences d'un module à un autre. Il y a des modules forcément qui seront beaucoup plus pratiques que d'autres, comme le module de codage ou encore le module dédié à l'acquisition. Ayant une expérience managériale et commerciale, mais pas en marketing à proprement parler, suis-je éligible à la formation? Lors de mon cursus universitaire en master, j'ai suivi un enseignement en marketing. Alors, l'idée de bâtir sur une première connaissance en marketing. Donc, si vous avez une première couche de connaissances en marketing, on peut venir bâtir dessus. Donc, vous êtes éligible à la formation. Après, ce qui peut poser problème, c'est d'arriver sans aucune connaissance, ni théorique, ni pratique en marketing. Ça posera problème. Voilà. Mais du moment que vous avez une première couche de connaissances, que vous pourrez d'ailleurs approfondir avant la rentrée, si vous pouvez, avec des livres ou autres, vous êtes tout à fait éligible. Ce MS pourrait-il nous permettre de devenir consultant data marketing à la fin de la formation? Tout à fait. Donc, tout à fait.
vous pouvez, dans un premier temps, je souligne juste qu'il est possible de devenir consultant data, mais aussi consultant dans tout type de sous-domaine marketing digital. Ensuite, data, tout à fait, sans aucun problème. En fait, on vous donne les bases. Pour tous les domaines, vous avez les bases. CRM, vous allez avoir les bases. En UX, vous allez avoir les bases. En acquisition, vous allez avoir les bases. Ensuite, c'est vraiment ce que vous allez tirer de la formation dépendra de votre propre investissement. Si vous vous investissez dans votre formation et que vous creusez les connaissances qu'on va vous donner, à la fin de l'année, vous pouvez choisir n'importe quelle carrière qui pourrait vous intéresser. Si vous vous arrêtez à ce qu'on va vous donner pendant le cours, ça risque de coincer ensuite. Voilà. J'ai un parcours académique et professionnel tourné vers le secteur culturel. Très bien. J'ai choisi le MS Marketing Digital pour me spécialiser dans le digital. Ok ? J'aimerais trouver une entreprise culturelle et réaliser ma thèse sur une problématique qui touche ce secteur. Est-ce que cela pourrait constituer un frein à mon intégration dans la promotion et à l'application des enseignements? Alors, pas du tout. Pas du tout. La formation, la formation s'adresse à tout type de secteur et vous pouvez viser tout type de secteur. L'essentiel, c'est d'avoir, comment dire, du moment que l'organisation que vous ciblez ou le secteur que vous ciblez est impacté par le digital, ce qui est le cas de tous les secteurs aujourd'hui, vous serez préparé la formation vous permettra d'être préparé à un poste dans ce secteur-là. Donc, il y a aucun problème, au contraire. Je pense que votre question, en fait, c'est la dimension culturelle qui vous a un peu titillé. Le marketing, le marketing, c'est une discipline qui touche tout, qui ne touche pas uniquement les entreprises. Elle va toucher l'industrie de la musique, elle va toucher la culture, elle va toucher le domaine associatif, et elle nous touche nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, on est acteurs de notre propre marketing. Hein. Quand vous passez un entretien d'embauche, vous faites du marketing. Donc, en fait, justement, c'est l'une des choses qui sera un peu abordée et enrichie pendant la formation, c'est de vous faire comprendre ce qu'est réellement le marketing. Voilà. On va prendre une autre question. Quels sont les postes qui valoriseraient plus notre formation entre une alternance en marketing et CRM ou une alternance assistante projets digitaux? Alors, je vais répéter la question parce que je n'ai pas comprise. Quels sont les postes qui valoriseraient plus notre formation entre une alternance en marketing et CRM ou une alternance assistante projets digitaux? Je pense que la personne se pose la question de quel pendant sa formation, lequel de ces deux postes en alternance serait le plus intéressant dans le cadre de la formation. Ouais. En fait, les deux, hein. Ouais, exactement. Les deux sont possibles. En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la partie que vous avez soulevée, Iman, et je pense, comment dire? En fait, il faut pas avoir cette pensée-là. Prenez pas un poste pour qu'il valorise votre formation. C'est-à-dire, un poste est là pour vous aider à progresser sur votre propre chemin. Et chaque chemin sera différent. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Et en fonction de ce qui vous intéresse, choisissez votre poste. Les deux postes que vous avez proposés sont tout à fait appropriés et vont vous permettre d'intégrer efficacement les connaissances et les enseignements de la formation. Demandez-vous plutôt qu'est-ce qui vous apportera, qu'est-ce qui vous servira le plus pour avancer dans le sens que vous voyez aujourd'hui pour votre carrière, parce que vous pourrez ensuite rechanger. Ça va pas c'est-à-dire si vous choisissez l'un de ces deux postes, ça va pas vous conditionner pour le reste de votre carrière. Vous pouvez commencer par ce poste-là, bien comprendre un domaine, évoluer dans ce premier parcours,
Et ensuite, vous pourrez, pour le reste de votre carrière, changer. Voilà. Mais ne pensez pas valorisation de la formation, pensez plutôt avancer sur votre parcours. La formation vous donnera les billes pour avancer sur l'ensemble des trucs. Voilà. Ok. Donc, n'hésitez pas à intervenir, les filles, si vous avez des choses à rajouter. Ok. Je suis dans le cadre d'une reprise d'études en alternance. Est-ce que vous accompagnez les étudiants dans la recherche d'entreprise? Tout à fait. Donc, nous avons un Career Center qui a pour objectif d'accompagner nos étudiants dans la recherche d'entreprise. Donc, voilà. Maintenant, si je peux donner un conseil par rapport à ça, Lamia, on est à la fin du mois de mai. Bien évidemment, il y a le Career Center, mais c'est vrai que si on a vraiment l'intention d'intégrer pour cette promotion-là, en tout cas, mieux vaut s'y prendre à l'avance par ses propres moyens et en même temps se faire aider par le centre de recherche d'alternance qui pourra compléter un peu ou maximiser un peu plus nos chances. C'est tout à fait ça. Merci Iman de le souligner. C'est-à-dire, c'est l'esprit aussi pour la formation. C'est-à-dire qu'on vous aide, mais il ne faut pas reposer. Il ne faut pas vous reposer. En fait, c'est une co-construction. Que ça soit votre formation ou votre recherche d'entreprise ou votre parcours, c'est un travail en collaboration. Donc, vous devez fournir un effort et nous, on vient pour vous aider. Et donc, c'est pareil pour la recherche d'emploi, que ça soit pour intégrer la formation ou pour post-formation. Alors, avec un profil d'ingénieur généraliste, option innovation, peut-on suivre le master spécialisé marketing digital? C'est possible, mais encore une fois, il faudrait avoir un niveau de connaissance minimal en marketing digital. On a déjà eu des ingénieurs dans le cadre de la formation. Après, ils ont eu soit des cours en marketing dans le cadre de la formation, soit une expérience dans le domaine marketing, soit une grande appétence marketing qui ont fait qu'ils ont lu des livres, qu'ils se sont intéressés, qu'ils ont de vraies connaissances sur lesquelles ils ont pu bâtir pour intégrer les connaissances de la formation. Donc vous restez tout à fait éligible. Après, il faut voir quel est votre degré de connaissance en marketing actuel et si vous êtes capable, si vous n'en avez pas du tout, d'acquérir ces connaissances-là avant le démarrage de la formation. Voilà. La question est pour Madame Mamlouk. Vous avez l'air passionnée. Merci. Pourriez-vous nous dire ce que vous aimez particulièrement dans le marketing? Alors, ce que j'aime dans le marketing, beaucoup de choses. Il y a plusieurs définitions du marketing. Et celle que j'aime, est la suivante, c'est-à-dire le marketing, ça permet, c'est le lieu où, c'est ce qui permet de faire rencontrer une offre et une demande. Et ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est pas limité à cette conception un peu rigide, entreprise, business, pub, com. C'est vraiment l'essence même du marketing. C'est-à-dire qu'il y a des besoins pour X choses dans la vie, il y a une offre de l'autre côté, et souvent elle se retrouve pas en fait. Et ce qui est génial, c'est que nous, experts du marketing, on est là pour les faire rencontrer. Et ça s'applique à tout. Pour votre mariage, pour votre travail, pour trouver le concert qui vous intéresse, pour faire la soirée qui va intéresser vos amis, ou pour construire l'offre digitale ou le produit qui va intéresser vos clients. Donc en fait, c'est vraiment l'essence de tout. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est ça ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette connaissance-là qui pourra être réutilisée tous les jours. Voilà. Allons-nous avoir des intervenants dans le secteur du luxe? Tout à fait. Et en fait, la première intervention de l'année est faite justement par une experte du secteur du luxe. Donc, super intervention.
Oui, je confirme. Ah oui, vraiment top. Top. Voilà, elle est faite par notre partenaire Lemon Think, par Nathalie Lemonnier, grande spécialiste du luxe qui travaillait chez Louis Vuitton et autres. Donc voilà, vous allez avoir des cours dessus. Et puis tout au long de l'année, vous aurez aussi des cas ou des exemples qui vont traiter de ça. Ok. Quels sont les profils des étudiants que nous pouvons retrouver dans cette formation? Ok. Alors le truc, c'est que on est en train de changer de profil à une vitesse grand V. C'est-à-dire que ce qui est valable l'année dernière n'était pas valable l'année d'avant et donc il est difficile de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir des personnes qui sont passionnées par le digital avec vous. Parce que on se dirige pas vers ce type de formation si ça nous intéresse pas. Après, ça sera des personnes qui n'ont pas forcément de connaissances transverses sur l'ensemble des domaines, mais comme le disait Iman tout à l'heure, en fait, c'est des personnes qui auront des spécialités souvent, donc qui sont spécialistes d'un sujet et connaissent pas grand-chose à d'autres sujets, etc., mais qui sont passionnés par un sujet en particulier. Donc, vous allez avoir des personnes qui sont passionnées de communication digitale, d'autres d'acquisition, d'autres de UX, d'autres. Et ça, c'est super. Ça, c'est super bien. Moitié fille, moitié garçon. Des personnes plutôt managers qu'ingénieurs, pour la simple raison que souvent c'est des managers ont une formation en amont en marketing, les ingénieurs c'est pas souvent le cas, mais on a de tout. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, en général 2 à 4 ans d'expérience. 2 à 4 ans d'expérience avant l'intégration du programme. Et aussi, une autre chose, Lamia, justement, si l'essence de la question était la diversité des profils, en fait, cette diversité de profils qu'on retrouve très certainement dans une seule et même classe, elle est due tout simplement au fait que déjà les entreprises dans lesquelles on effectue nos alternances ne sont pas les mêmes. Donc, même si on est des experts dans le même sujet, ça s'applique certainement pas de la même manière, étant donné qu'on est dans des secteurs d'activité qui sont totalement différents. Et cette diversité-là qu'on va avoir autant sur les secteurs d'activité que sur les profils, que sur les métiers, je veux dire, c'est exactement ce qu'on retrouve en entreprise demain. Quand on est en entreprise, on fait pas tous la même chose et on est obligé de collaborer ensemble et de travailler ensemble parce que notre objectif au final, c'est de rassembler l'offre et la demande et de conclure la vente. Donc, Merci Iman, tout à fait. Laure, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Qu'il y a plein d'âges possibles aussi. Hein. Il n'y a pas que de la question des jeunes. Moi, j'étais pas jeune, en tout cas pas la plus jeune de la classe, hein, bien sûr. Et en fait, ça a été super enrichissant pour moi. Et en fait, au début, j'ai eu un peu peur forcément. Et en fait, ça n'a pas été un frein, bien au contraire. Et donc, j'ai découvert que la polyvalence, quelle qu'elle soit, elle a été vraiment clairement une richesse. Et voilà. Donc, ça a été super intéressant tout au long de l'année. Et c'était très sympa aussi. Alors, la thèse professionnelle se fait-elle en groupe ou de manière individuelle? Alors, la thèse professionnelle est l'un des rares exercices qui se fait de manière individuelle. Mais je voudrais quand même rajouter un élément, c'est-à-dire que c'est un exercice individuel, mais vous le faites pas seul. C'est-à-dire que vous êtes encadré pour réaliser cet exercice. Hein. Et 2, c'est pas parce que vous rendez votre travail de manière individuelle que cela vous empêche de collaborer avec vos camarades pour avancer sur la réflexion autour de votre sujet. Donc, vous pouvez tout à fait être plusieurs à vous intéresser à une même problématique ou à un même domaine et puis échanger par rapport à ça.
Mais au final, la restitution reste individuelle. Y a-t-il des cours en anglais, des cours en distanciel? Alors, des cours en anglais de manière officielle et gravée dans le marbre, non. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir. C'est-à-dire d'une année à l'autre, on peut avoir des intervenants internationaux, voilà, des intervenants internationaux qui font des cours en anglais. Ça nous arrive de temps en temps. On peut le programmer si c'est demandé par les étudiants. Il y a eu une année où voilà, les étudiants étaient très demandeurs par rapport aux cours en anglais, donc on a glissé quelques intervenants voilà, qui avaient fait les cours en anglais. Mais voilà, officiellement et de manière... Comment? Il y a le passage du TOEIC, il me semble, pour les étudiants. Oui. Ce qui en fait, de toute façon, quand on postule dans une entreprise, à l'issue du diplôme, l'objectif est quand même de se trouver un emploi. L'anglais, c'est un indispensable. Donc, il me semble que les étudiants doivent passer le TOEIC. Oui. Et en fait, je pense que c'est recommandé parce que c'est dire on est bon en anglais ou pas bon, ça veut rien dire et qu'il faut passer un examen, un TOEIC ou TOEFL ou ce qu'on veut, mais il faut avoir un niveau qui permette aux recruteurs d'évaluer la capacité d'intégration ou pas dans son entreprise. C'est que mon avis, mais. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, je ne sais plus si les étudiants posent cette question parce qu'ils veulent des cours en anglais ou parce qu'ils ont peur des cours en anglais. Parce qu'à un moment, il y a 7 ou 8 ans, j'aurais plus tendance à dire parce qu'il y a des cours en anglais, ils ont vraiment peur qu'il y ait des cours en anglais. Mais depuis 2-3 ans, c'est l'inverse qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les étudiants veulent des cours en anglais. Ce qui est, voilà. Il y a un shift dans le profil des étudiants. Qui est plutôt positif. Non, mais là, si on n'est pas très bon en anglais, on peut suivre le cursus sans aucune difficulté. Après, il est de toute façon important aujourd'hui d'avoir des bases sans pour autant chercher un poste derrière en étant bilingue. Mais avoir des bases en anglais, c'est indispensable. Dans le marketing digital, moi, ça me paraît essentiel. Si ma mémoire est bonne aussi, il me semble qu'on avait eu peut-être pendant un module ou peut-être un intervenant, on avait eu des slides, l'explication a été faite en français, mais les slides étaient en anglais. Donc ça ne pose pas de problème en général. On arrive plus ou moins à suivre, étant donné que les cours sont en français et le support en anglais. Donc, et dans le digital, il y a beaucoup d'anglicismes dans les termes techniques, etc. Donc, bon, voilà. Si votre question, c'est vous avez peur de l'anglais, prenez quelques mois pour regarder Netflix en VO pendant quelques mois en septembre. Si la question c'est on aimerait beaucoup avoir des cours en anglais, vous en aurez de toute façon dans les termes techniques et puis si besoin, à la demande générale des étudiants, on pourrait programmer quelques cours en anglais. Voilà. J'ai un profil trilingue et j'aurais aimé valoriser ma 3e langue. Est-ce que vous acceptez les alternances hors Europe? C'est-à-dire, vous voulez faire 3 semaines ailleurs qu'en France et ça c'est pas très clair. Il me semble que c'est ça. Effectivement, c'est là le parcours en alternance à l'étranger. Je ne sais pas si ça existe. Alors, ça me rappelle qu'il y a une deuxième partie de la question qu'on n'avait pas traitée, juste à la question d'avant. Est-ce qu'il y a des cours en distanciel? À la base, non. Il y avait des certifications ou des cours, des modules en ligne pour Google ou autre. Voilà, on demande aux étudiants parfois de valider les choses en ligne avant la formation en présentiel ou après. Dans le contexte Covid, on a tous, voilà, on a tous switché dans le cadre de nos métiers respectifs et la formation en fait partie. Et tous nos cours ont eu lieu à distance depuis mars. Et il est possible que les premiers mois de la formation de l'année prochaine se fassent également en distanciel. Donc, pour revenir à cette question, techniquement, je pense que c'est possible
du moment que vous êtes en cours une semaine pendant la semaine de cours, si nécessaire, c'est faisable. Maintenant, d'un point de vue pratique, je ne trouve pas que ça soit ce qu'il y a de plus. Voilà. Donc, pour ça, peut-être l'équipe d'admission pourrait vous donner quelques éclairages complémentaires. À ma connaissance, il est possible, si vous arrivez à vous organiser, à faire une formation, une alternance hors France. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, si j'ai bien répondu, mais voilà. Mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe d'admission. Ils vous apporteront une réponse. Cette formation prévoit-elle un module sur la création de sites internet? Tout à fait. Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que vous nous avez rejoint il n'y a pas longtemps. On a un module de 35 heures qui est dédié à la création de sites. Nous étions l'un des premiers en France à le faire. Nous restons l'un des rares à le proposer dans le cadre du programme. Oui. En fait, il y a le cursus aussi UX qui finalement est nécessaire à la création de sites et le module référencement qui est également nécessaire. Il n'y a pas que le code en fait pour construire un site web. Il y a les trois. Donc en fait, ce qui est super intéressant justement, c'est que vous allez pouvoir apprendre l'ensemble des métiers nécessaires à la construction d'un site. Et donc voilà. Exactement. Et il y a une semaine et un module différent pour tout à fait ces sujets-là. Alors, dans la plupart des postes en digital, on exige une certaine maîtrise des logiciels de création de visuels. Y a-t-il un module consacré à la création de visuels ou la formation sur les logiciels phares à l'instar, j'imagine, de Photoshop par exemple? Alors, plusieurs manières de répondre à cette question. Dans les postes en digital, on peut vous demander de maîtriser un ensemble de logiciels qui vont au-delà de la maîtrise visuelle, etc. Nous traitons parfois, quand le temps nous le permet, certains de ces logiciels. C'est-à-dire qu'on peut faire une introduction à certains de ces logiciels ou certaines applications nécessaires dans le cadre des projets de la formation. D'une année à l'autre, selon aussi les demandes des étudiants, on peut prévoir des créneaux d'initiation. Par exemple, l'année dernière, on a fait une initiation à Sketch. Il y a une année où on a fait une initiation à Photoshop, mais ça reste anecdotique parce que la maîtrise des logiciels fait partie des choses que vous devez faire par vous-même. Voilà. Il y a énormément de choses à couvrir dans le domaine du marketing digital. Il n'est pas possible, dans le cadre de la formation, de vous initier à l'ensemble de ces logiciels. Donc, certains, Balsamiq, Sketch, etc., sont traités, et d'autres, on vous oriente vers ces logiciels, on les identifie, on vous dit que ça, c'est important. Et justement, c'est à vous de prendre le temps nécessaire pour les maîtriser, si elles vous intéressent. Quelqu'un qui est intéressé par l'acquisition va plutôt s'intéresser à l'usage de SEMrush. Quelqu'un qui est intéressé par le UX va s'intéresser à Sketch. Et quelqu'un qui est intéressé... Voilà. Tous les étudiants vont pas maîtriser l'ensemble des logiciels. Donc, c'est selon vos préférences ensuite que vous allez décider de quel logiciel maîtriser. Depuis très longtemps, voilà. Après, une chose est certaine aussi, c'est que dans la classe, il y a certainement au moins une personne qui est experte en Photoshop ou dans un logiciel de création. Donc, ça n'empêche pas, pendant les pauses déj, se rapprocher de la personne. Moi, je l'ai moi-même fait parce que j'étais pas experte en Photoshop. J'avais des notions de base. Et c'est vrai que avec le peu qu'on arrive à apprendre, on peut s'en sortir. Et après, une fois qu'on a vaincu la première, je pense qu'on a brisé la glace et qu'on a vaincu la peur, après, on peut regarder sur YouTube ou voir des tutos. On arrive facilement à trouver ce dont on a besoin. Alors, on a encore 10 minutes. C'est la même question. Dans la plupart des postes en digital... Alors,
Oui, ils nous ont zappé une question. Donc, je suis désolée pour la personne qui l'a posée, mais j'ai pas eu le temps. Non, c'était la même qu'avant. Ah, c'était là. Ok. Donc, j'ai fait un N2 marketing et je travaille depuis 5 ans. Je suis intéressée par votre MS. Est-ce difficile de reprendre des études et de s'intégrer dans le groupe? Alors, je vais laisser peut-être Laure répondre à cette question. Alors moi j'ai trouvé justement la structure et la façon dont était gérée et organisée l'alternance super pratique parce que il y a les évaluations étaient faites pendant la semaine de cours, donc c'était vraiment le travail et la formation, et après en fonction de notre curiosité on pouvait creuser ou pas les choses. Le fait de reprendre, enfin moi personnellement ça m'a redonné encore plus d'énergie, d'envie d'apporter plein de choses nouvelles et intéressantes dans mon travail. Donc moi je dirais que c'est évidemment un peu plus fatigant que rester tranquillement chez soi, certes, mais super dynamisant. Donc j'inviterais tout le monde en fait à reprendre ses études à un moment donné, très sincèrement. Après, je vais pas le nier, le travail sur la thèse est un peu intensif, donc ce qu'il faut c'est s'organiser un peu et se programmer des plages horaires dans la semaine, pouvoir se libérer un après-midi en fait pour pouvoir le travailler régulièrement, progressivement toute l'année, pas attendre le dernier moment. Pour justement pouvoir gérer le rythme. Mais derrière, voilà, moi j'ai passé une année juste extraordinaire, donc voilà. Il faut reprendre. Merci Laure. Iman, peut-être un retour d'expérience de votre côté. Vous avez travaillé. Alors moi, il n'y avait pas vraiment une reprise parce que j'étais en alternance pendant 2 ans et j'ai enchaîné tout de suite après avec le MS, donc il n'y avait pas réellement une reprise. Mais effectivement, par contre, j'avais des camarades de classe qui eux avaient repris, donc et il me semble que c'était c'était gérable parce qu'effectivement le rythme était d'une semaine sur 3, donc on était une semaine en cours, on était complètement concentré sur nos modules, on avançait sur nos évaluations et à la fin, après la semaine, on partait 3 semaines en entreprise et on était encore une fois concentré à 100% en entreprise. Donc je ne pense pas que ça soit très difficile. Après, bien évidemment, c'est une année à tenir. Il faut juste se poser la question, qu'est-ce qu'on va en tirer comme bénéfice à la fin et est-ce que ça vaut la peine? Et je pense que, comme a dit Laure, ça vaut largement la peine. Ouais. Je trouve que le côté alternance, en fait, ça permet vraiment justement de casser un rythme, une habitude ou autre. Et quand on est en entreprise, on a envie de retourner à l'école. Des fois, quand on est à l'école, on se dit, bah tiens, il y a cette entreprise. Dans la tête, en fait, on jongle entre les deux et c'est hyper stimulant. On comprend, l'école donne du sens à l'entreprise donne du sens à l'école. Donc, en fait, on voit les choses vraiment différemment. Moi, depuis, en fait, je m'auto-forme beaucoup plus. Depuis que j'ai repris ma formation, en fait, après, ça s'arrête plus. On a envie d'apprendre, on a plus peur d'affronter les sujets qu'on connaît pas. On se sent pas idiot de pas savoir. On voit que c'est normal, qu'on peut jamais être expert, en fait, parce que plus on sait, moins on sait. Et donc voilà. Donc je trouve que c'est un très bon départ et tremplin. Merci Laure. Merci Iman. On va prendre peut-être une dernière question ou 2 dernières questions. Alors, est-ce que le rythme de l'alternance convient aux entreprises? Je veux dire, on peut avoir quand même des responsabilités quand on est en alternance MS. Oui, mais je vais laisser Laure et Iman vous répondre sur cette question. Je t'en prie, Laure. Vas-y, Man. Ah bah, d'accord. En fait, moi, oui. Déjà pour ma part, c'était le cas parce qu'en fait, quand on a le planning à l'avance, donc on peut tout à fait s'organiser. Donc voilà. Et je pense à tous les copains qui étaient aussi travaillés. Ils ont tous eu des postes avec des responsabilités. Ils ont évolué dans leur mission en alternance pendant l'année, ce qui leur a permis derrière d'avoir pour quasiment tous un travail et un poste qui leur plaît. Donc j'en ai entendu aucun être frustré sur le manque de responsabilité. Après, la frustration, elle est liée au monde du travail parfois, et ça, elle était commune à tous. Voilà, ça peut arriver, mais c'est pas l'alternance qui empêche des problématiques liées juste au monde du travail. C'est du classique. Voilà. Pour ma part, j'avais expérimenté un autre rythme d'alternance dans un précédent parcours en alternance. Et c'est vrai qu'il est très difficile de dire que tel ou tel rythme est le meilleur. En fait, je pense que peu importe le rythme, ça ne dépendra que de vous et de comment vous allez vous organiser. Parce que cette organisation-là, dans le cadre de l'alternance, elle va être la même
quand vous serez en poste, je veux dire en CDI. Il va falloir quand même vous organiser. Vous serez potentiellement pas là certains jours. Vous devrez être en déplacement ou ailleurs, et il faudra quand même gérer vos projets. Donc ça n'empêche pas du tout l'évolution des projets. Il faut juste, comme l'a si bien dit Laure, on a notre calendrier en début d'année. Donc normalement notre tuteur de stage, il sait à quel moment on est là et à quel moment on n'est pas. Donc on arrive, voilà, s'il faut pas finir un projet parce qu'on est arrivé à la dernière semaine, et ben c'est pas grave, on sait qu'on va reprendre un autre sujet par la suite, et voilà. Donc il n'y a pas eu de frustration, en tout cas pour ma part, par rapport à ça. Puis on est connecté aussi, hein. Moi je me rappelle encore de certains qui répondaient à leur mail alors parce que voilà, il pouvait y avoir des urgences parce que justement ils avaient certaines responsabilités. Donc en fait ils répondaient aux mails, ils traitaient, etc. Après, si j'ai un conseil, c'est quelqu'un qui veut des responsabilités, c'est dans son choix d'entreprise en réalité. Il y a des entreprises qui savent faire, qui sont qui connaissent ces formations-là, et donc ils vont savoir pouvoir répondre à votre demande. Il y a aussi des startups qui ont un tel besoin en fait derrière de personnes qui ont envie de faire prendre des responsabilités et envie d'apporter des choses, que vous allez pouvoir avoir toute une place pour agir. Donc pour moi, ça se joue pas sur le rythme court et entreprise, mais vraiment de choisir la bonne entreprise qui va correspondre à vos appétences. Et alors juste, je rebondis juste sur ça, nous vous déconseillons quand même de continuer à travailler sur vos projets. Mais... la semaine. c'est pas grand. Sinon, c'est pas possible. Non, après, l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir bien séparer les deux, d'avoir vraiment un temps pour l'entreprise, un temps pour l'école, pour être à 100%. En fait, on est obligé d'avoir vraiment cette séparation-là. Après, effectivement, il est arrivé, et il va certainement arriver des fois où vous allez devoir débloquer certaines situations en répondant à un mail ou à un texto. Moi, je sais que ce que je leur disais, c'est que s'il y a vraiment, vraiment besoin de moi et que c'est capital, vous me faites un petit texto, je jette un coup d'œil. Mais on essaye quand même de déconnecter au maximum pour pouvoir quand même être concentré en cours, parce que sinon, effectivement, c'est plus gérable. On peut pas être dans les deux en même temps. Tout à fait. Et alors peut-être une dernière question. Voilà. Je vous remercie pour cette présentation. Le MS est-il disponible en contrat d'apprentissage ou seulement en contrat de professionnalisation? Les deux. Les deux. On est RNCP, donc vous pouvez avoir les deux. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ou pas? Donc, je vous laisse. Si je vois une question s'afficher, c'est qu'on a le temps, voilà. Donc, la formation est assurée par des intervenants professionnels ou par des professeurs de l'école, c'est par les deux. Donc, on a les deux profils au sein de nos intervenants, et justement, parce qu'on veut capitaliser à la fois sur les connaissances académiques, conceptuelles, de nos enseignants-chercheurs, et puis sur les connaissances un peu plus pratiques, un peu plus opérationnelles de nos partenaires en entreprise. Voilà. Ah, ok. Est-il fréquent d'être embauché après l'alternance? Fréquent d'être embauché, vous voulez dire Oui. Oui, parce que par ailleurs, oui, c'est-à-dire, ça serait idéal quand même qu'on soit embauché. Mais par l'entreprise qui nous a... tout dépend des besoins de l'entreprise, en fait. Parce que parfois, les entreprises ouvrent des postes spécifiques qui sont à durée limitée. Donc, c'est pas forcément l'entreprise qui vous paye la formation qui sera intéressée, qui aura une ouverture. Mais en général, une fois qu'elles investissent en vous et qu'elles vous payent la formation, elles envisagent et elles espèrent vous garder. Voilà. Après, c'est vraiment... Ouais. Lamia, juste je vais reprendre aussi ce que vous aviez dit tout à l'heure, et je pense que ça s'applique aussi par rapport à ça. Il faut d'abord savoir ce que nous on veut, parce qu'il se peut que même après un parcours en alternance, on ait envie de changer, de voir peut-être autre chose, de découvrir autre chose. Donc d'abord savoir ce que vous voulez faire comme métier, est-ce que vous étiez peut-être bien dans cette entreprise, et après les opportunités s'offrent ou pas en fonction du besoin de l'entreprise, aussi du moment. Des fois ils ont envie de recruter au mois de février, sauf que vous êtes encore en formation, c'est pas possible, donc c'est pris par quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes dans le bon état d'esprit et que vous savez ce que vous voulez faire, ça devrait pas poser de problème d'être recruté chez cette entreprise ou chez une autre. Donc, Merci Iman, tout à fait. Voilà.
C'est tout à fait ça. Donc voilà, c'est à vous de vous focaliser sur vos envies, vos besoins et de construire votre parcours en fonction. Voilà, on arrive à terme de cette réunion. Un grand merci à Laure et à Iman de nous avoir accompagnés voilà, sur ce moment de partage. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart de vos interrogations. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe d'admission, donc d'Elisabeth et Vincent, dont les coordonnées s'affichent là à l'écran. Et puis voilà, ils reviendront vers vous avec les éléments de réponse nécessaires. Donc, merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir Laure, au revoir Iman et à Au revoir à tous. Au revoir, merci.